Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonne arrivée, merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est Club de l'Actu, j'ai le plaisir de reprendre contact avec vous après quelques semaines de relâche. À la une de ce numéro, la Guinée est dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de toute son équipe. Cela faisait un peu plus de 3 mois que les Guinéens attendaient la nomination d'un nouveau gouvernement depuis que l'annonce en a été faite par le chef de l'État en personne à l'occasion de la fête internationale des femmes le 8 mars 2018. En attendant la nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre et le gouvernement sortant ont été chargés d'évacuer les affaires courantes. Question ce soir sur ce plateau, quel bilan retenir de l'action du gouvernement Youla? Nous posons le débat dans cette émission. Nouveau gouvernement, un homme à la croisée de son destin, son nom est sur toutes les lèvres depuis plus de 3 mois, pressenti qu'il est pour prendre la succession de Mamadi Youla. Il s'agit de Dr Ibrahima Kassori Fofana, ministre d'État chargé des investissements et des partenariats publics et privés. Sa nomination en tant que Premier ministre pourrait intervenir en début de semaine qui s'ouvre. Dans cette perspective, il devait acter ce samedi la fonte de son parti GPT dans le Grand Creuset, le RPG Arc-en-Ciel. La question donc ce soir, et si cette fonte était le prix à payer pour obtenir le poste tant convoité, quel calcul politique se cache-t-il derrière ce geste et quand sera-t-il du partenariat RPG Arc-en-Ciel UFR? Nous posons le débat ici ce soir. Dans l'actualité également, au compte de cette semaine qui s'achève, l'opposition républicaine qui suspend ses manifestations Ramadan oblige probablement, mais elle n'y renonce guère. L'implication de la communauté internationale et d'autres acteurs locaux aura permis d'obtenir cette petite trêve politique dans l'espoir qu'une solution négociée sera vite trouvée aux différents électoraux nés des élections communales du 4 février 2018. Question, la reprise partielle de ces élections communales dans les circonscriptions où bureaux de vote incriminés ne serait-elle pas une solution viable? Nous poserons le débat au cours de cette émission. Voici donc le menu. Bienvenue à tous pour faire le débat. Nous avons invité pour vous sur ce plateau, les habitués, ils sont de nouveau ici sur ce plateau. Talibé Bari de la radio City FM et du journal La République. Talibé Bari, bonsoir. Et à l'extrême gauche, Lamine Monyouma Sissé de la radio Djigui FM et du site mosaïqueguinée.com. Bonsoir Lamine Monyouma Sissé. Également sur ce plateau, Yaya Baldé, il est journaliste guinéen évoluant du côté du Sénégal au quotidien dakarois, au quotidien privé dakarois L'Enquête. Il est aussi consultant politique et nous avons le plaisir de l'accueillir. Il est de passage à Conakry. Il est venu à l'invitation, sur l'invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, participer à la 2e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Yaya Baldé, nous avons le plaisir de vous accueillir. Bonsoir, M. Baldé. Je vous salue, M. Bouba. Merci. Et le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara, qui n'est plus à présenter, il est du groupe Adafo Media. Bonsoir Mohamed Mara. Bonsoir. Bien, pour commencer, c'est quelques sujets qu'on n'a pas au menu. Forcément, un mot sur le cas colonel Mohamed Alpha Bari, Lamine Monyouma Sissé. Pour commencer, on apprenait il y a quelques instants avant d'ouvrir ce plateau qu'il est muté à l'intérieur du pays. Mohamed Mara, c'est vous qui nous a filé cette information. J'attends confirmation parce que c'est vrai, c'est un journaliste, un autre confrère qui l'a écrit, mais je n'ai pas eu matériellement encore le temps, tout comme vous d'ailleurs, de recouper cette information. Ce qu'on sait, c'est qu'il est... très honnêtement, j'aimerais pas du tout croire à cette éventualité parce que ce serait quand même assez gros par rapport, en tout cas, à la faute qui lui est reprochée. J'ai exprimé par ailleurs mon opinion sur cette question. Je pense que c'est d'abord un sujet qui me met mal à l'aise parce que très certainement, compte tenu de mes relations personnelles d'abord avec l'officier, mais aussi des relations d'ailleurs que cet officier entretient avec l'ensemble de la presse, des médias de notre pays, mais aussi des civils. Par exemple, moi, au sortir de la transition militaire, je vous avoue que j'en étais venu pratiquement à haïr l'institution militaire. Parce que c'est une période dont je suis sorti pratiquement déboussolé, traumatisé. Parce qu'il y a eu un tel usage de la force, parfois de la violence, qu'on était pressé d'en finir. Mais Colonel Bari, très certainement, fait partie des hommes qui nous ont
amener à nouveau à aimer nos hommes en uniforme. Donc, de ce côté, sur le plan humain, c'est quelqu'un d'assez chaleureux qui a su quand même nous rapprocher, nous les médias, des services de sécurité en général, je dirais avec l'armée en particulier. Maintenant, ce qui lui est reproché, moi, je résumerai tout ça sur le non-respect du principe de l'obligation de réserve d'un officier. Je dirais même carrément d'un homme sous le drapeau. Quoique officier chargé de la communication de la gendarmerie. Quoique officier chargé de la communication, oui, malgré cela, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on dit, mais si vous l'avez écouté, vous pouvez comprendre deux choses. Un, moi, je pense qu'il y a une première circonstance atténuante qui devrait amener le ministre de la Défense, mais aussi la hiérarchie du colonel Barry à reconsidérer leur position, c'est d'abord parce que ce n'est pas un communicant de formation. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La parole publique, elle est difficile. Vous et moi qui sommes dans ce studio, vous Aboubacar, vous avez déjà fait l'objet de sanctions. Votre site, notamment, justement, à cause de ce que vous écrivez. Moi, personnellement, j'ai été déjà sanctionné à cause de ce que j'ai dit. Donc, si nous qui sommes déjà des professionnels, d'abord des médias, mais aussi par ailleurs de la communication, nous pouvons déraper, ils doivent considérer que c'est d'autant plus difficile pour quelqu'un qui n'a qu'une carrière militaire, en réalité. Donc, il y a ce premier côté. Le second, je pense que ça rend quelque part un mauvais service aussi. Surtout au ministre. Parce que lorsque vous voyez la lettre d'excuse adressée par la hiérarchie du colonel Barry au ministre de la Défense, vous vous rendez compte qu'avant tout, c'est parce que le ministre a été, entre guillemets, écorché par les propos du colonel qui n'a fait qu'exprimer son amour ou, si vous voulez, son attachement à quelqu'un sous les ordres duquel il a déjà travaillé. Je pense que si on ne fait pas attention, ça pourrait même créer une sorte de petite zizanie entre ces deux quand même poids lourds du gouvernement guinéen. Bien. Talibou Barry, on a parcouru ce courrier du général Baldé adressé au ministre de la Défense dans lequel il présente d'abord ses excuses. Mais il y a un passage qui retient l'attention, selon lequel le colonel Mamadou Alpha Barry n'a reçu d'ordre de la part d'aucune hiérarchie pour aller communiquer dans l'émission Les Grandes Gueules sur Espace. Écoutez, moi, on a tous lu ce passage. On pourrait dire qu'on n'a pas de raison de mettre en doute cette version qui est articulée dans ce courrier adressé au ministre de la Défense. Mais je rappelle que ce n'est pas la seule fois où le colonel Mamadou Alpha Baldé s'est retrouvé dans des situations où il a dû communiquer sans forcément se référer à il était déjà justement parce dans la même émission par téléphone. Justement, voilà. Parce que justement il a cette relation avec les médias telle que il s'est toujours montré disponible et ses interventions ont toujours permis à l'opinion de comprendre un peu comment certaines choses se sont passées. Moi, je me rappelle par exemple, lorsque je faisais partie de l'escouade des journalistes qui a été matée à la gendarmerie de Matam, j'ai vu toute l'énergie que ce monsieur a déployée parce qu'il a fallu qu'il soit là pour que les choses se calment. Et ensuite, il nous a introduit, nous, le président de l'Ursegui, Moussaïro et d'autres, auprès du commandant de cette gendarmerie. Tout cela a contribué un peu à détendre la situation. Et on l'a vu le lendemain à la Maison de la Presse, à l'occasion de la journée de la fin de l'impunité des crimes contre les médias. On l'a vu prendre ses responsabilités et venir, alors que la plupart des journalistes n'avaient vraiment pas envie de le voir. Donc c'est quelqu'un, si vous mettez d'un côté ce qui lui est reproché aujourd'hui, parce que pendant des années, il communique au nom de la gendarmerie, pendant des années, il huile ses relations civilo-militaires, si on peut le dire ainsi, à travers son implication. Si vous reprochez, vous mettez d'un côté cette faute qui lui est reprochée aujourd'hui et l'immense service qu'il a rendu à cette gendarmerie, je pense qu'il faut quelque part pouvoir savoir raison garder. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser cela outre mesure. La suspension en elle-même, c'est déjà une chose. Et même ces quelques jours ou quelques heures de détention, je pense que cela aurait suffi à vraiment faire comprendre au colonel Barry que cette fois-ci,
il y est allé un peu trop. Et donc, cela suffirait plutôt que de le muter à l'intérieur pour qu'il serve, je ne sais à quoi. Bien. Les ennuis donc qui continuent pour colonel Mamadou Alpha Barry. Vous suivez cette actualité, Lamine Monument Sissi à Djigui, mais aussi à Moselle Guinée. Votre regard sur ces ennuis pour colonel Barry? Oui, effectivement, je suis cette actualité comme d'autres journalistes d'ailleurs. Et surtout quand ça concerne quelqu'un qui est, comme Mohamed Mara l'a rappelé tout à l'heure, qui est très ami aux journalistes. Et forcément, on ne peut pas se mettre en marge de cette actualité. Alors, mais j'ai appris cette information, c'est grâce à vous, il faut le préciser, c'est important. C'est vous qui m'avez informé le soir de son passage ici, chez les Grandes Gueules, dans votre émission Les Grandes Gueules, qu'il aurait des ennuis suite à son passage dans cette émission pour des propos qu'il aurait tenus et qui auraient dérangé la hiérarchie. Donc, voilà, donc j'ai cherché à comprendre ce qu'il a dit exactement et qui pouvait autant déranger la hiérarchie. Et le lendemain, les choses sont parties très vite. C'est encore vous qui m'avez informé qu'il serait consigné à son bureau. Et après, sans doute c'est vous d'ailleurs qui m'avez informé de l'évolution de sa situation. Alors, donc, la question que je me suis posée, c'était de savoir qu'est-ce qui lui a valu cette sanction. C'est vrai que moi j'avais pensé l'accusation n'allait pas être celle que j'ai lue dans cette lettre-là. Donc le fait de donner son avis sur la prestation ou sinon sur la fonction, de son opinion sur son ministre actuel. C'est vrai qu'il n'est pas comme nous, autres citoyens, qui pouvons nous permettre cette liberté, qui pouvons nous donner cette liberté. C'est vrai, mais je n'ai pas imaginé que cela pouvait lui valoir ce qu'il est en train de subir, autant d'ennuis, ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Mais quand j'ai lu l'autre passage pour lequel je ne partage pas avec le haut commandement, quand le haut commandement dit que ce n'est pas lui qui a ordonné à Mamadou Alpha de venir parler à la radio. D'autant plus que Mamadou Alpha est reconnu être le porte-parole de la gendarmerie, du haut commandement de la gendarmerie. Quand on est porte-parole, on n'a pas besoin de prendre de l'instruction auprès de quelqu'un pour aller porter la voix sauf peut-être au sein de la Grande Muette, Lamine. Oui, mais Mohamed Alpha Barry parle tous les jours, vous l'appelez tous les jours, et il parle sans prendre la tasse, sans demander. D'ailleurs, il était venu, je rappelle, pour un sujet bien précis. C'est tous les jours, il le fait tous les jours. Ce sujet-là, c'était relatif à l'assassinat, au kidnapping suivi de l'assassinat d'Elhadji Doura. Sujet sur lequel il a communiqué toute la semaine. Toute la semaine. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Peut-être que le fait de dire qu'il n'est pas allé sur ordre du haut commandement, ça sous-entendrait que ce qu'il a dit concernant vous, monsieur le ministre de la Défense, ne lui a nullement été dicté par nous. Peut-être c'est une façon... On aurait compris cela, si cela avait été dit. On pourrait le dire autrement. Donc vous avez le sentiment que la hiérarchie a cherché à se débarrasser de lui, à rejeter toute la responsabilité. Oui, a tellement voulu se défaire de cette responsabilité et malheureusement qu'il a jeté en pâture le responsable de la communication. Il est le responsable de la communication de la gendarmerie. Tout le temps que nous avons connu, Mamadou Alpha ne nous a jamais dit qu'il faut qu'il demande d'abord à Général Baldé avant d'intervenir. Et il a été plusieurs fois félicité par Général Baldé pour ces différentes communications sans qu'il ne se réfère au Général Baldé. Il le fait tous les jours parce que ça n'a pas bien marché. Et après, les détails sont avérés importants pour le général. C'est vrai que c'est pour se dédouaner de ce que le commandant Mohamed Alpha Barry a dit. Et moi, j'avais pensé peut-être à une sanction disciplinaire pour lui rappeler à l'ordre, pour lui dire oui, qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout se permettre quand on est officier. Et surtout quand on doit s'exprimer, quand on doit parler d'une hiérarchie, on ne doit pas tout se permettre, mais aller jusqu'à l'arrêter. Puis voilà, donc j'apprends la mutation en attendant la sanction disciplinaire la plus prisée. Voilà, donc ça m'a surpris. Oui, mais la sanction disciplinaire la plus prisée chez... Baldé, vous suivez cette actualité aussi, vous êtes en séjour, même si vous n'êtes pas en exercice ici, mais le cas colonel Mamadou Alpha Barry, est-ce que ça pose la question de la discipline dans la prise de parole au sein de la Grande Muette, à votre avis? Merci, M. Boubacar. Je suis très enthousiaste de prendre part à ce numéro. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, saluer mes co-débatteurs et pour dire justement que c'est un sujet que je suis à travers les réseaux sociaux, mais également à travers les médias traditionnels. Vous avez parlé de la question de la discipline. Moi, je voudrais d'abord un peu voir la question même de la communication institutionnelle
parce que bon, c'est un peu ça mon domaine. Absolument. Voilà, j'ai fait la communication. Alors, la place de la communication institutionnelle, surtout dans un secteur comme le secteur des forces de défense et de sécurité. Nous savons que la gestion de l'information est assez encadrée et assez délicate. Mais je crois que ce qu'il faut souligner ici, c'est que c'est... nous l'avons dit, au niveau des forces de défense et de sécurité, l'information, c'est vraiment... il y a une circulation, disons, verticale. C'est pas cette, comment on appelle, cette circulation horizontale d'information où on peut se permettre de tout. Donc, il y a l'hiérarchie, bien sûr. Mais je pense également... Oui, mais dans le cas sauf que dans le cas de colonel Barry, lui, il n'a pas été habitué à cette communication, à cette circulation horizontale et verticale de l'information, comme vous étiez en train de le décrire. Il a évolué comme un responsable de la communication, bien entendu, au service d'un sous-secteur des forces de défense guinéennes, mais en électron libre, on peut le dire pratiquement. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu plus... la hiérarchie n'a pas eu la main un peu plus lourde cette fois-ci, même si on peut peut-être comprendre qu'il est allé un peu loin aussi dans sa communication lors de son passage sur l'espace dans les grandes gueules. Je pense que lorsqu'on est dans une institution comme la gendarmerie, on ne peut pas se considérer comme un électron libre. Il devrait à tout moment... Moi, l'a rappelé, chaque fois qu'il a été sollicité par les médias, il n'a pas eu besoin de recourir, de référer à sa hiérarchie. C'est peut-être aussi cette pratique qui s'est installée entre lui et sa hiérarchie et qui l'a amené régulièrement à prendre la parole sans se référer à la hiérarchie. Oui, c'est toujours bien. Par conséquent, beaucoup d'observateurs pensent que ça devrait être une circonstance atténuante pour lui. Et on devrait avoir la main moins lourde. Mais moi, c'est un peu ça. Voilà, je plaide pour ça. Je pense que cette sanction est un peu disproportionnée par rapport, en tout cas, aux reproches qu'on lui fait. Je pense qu'il devrait, comme vous l'avez dit... Au Sénégal, comment ça se passe? Comment les services de communication au sein des forces de défense et de sécurité fonctionnent? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Absolument, c'est encadré, c'est très strict. On n'a pas l'équivalent du colonel Barry au Sénégal? Ou non, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et je pense même que d'ailleurs, ce sont des avancées aujourd'hui qu'on peut noter dans notre pays. Il y a des problèmes de communication assez, en tout cas sérieux, avec même cet étudiant qui est décédé à l'université Gaston Berger. Absolument. Le Maître Augustin Tine, ministre de la Défense, a fait une sortie aujourd'hui qui est très polémique, très en tout cas... qui fait des vagues. Oui, qui fait des vagues au niveau de la presse, partout. Et donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment général, c'est dans tout le pays. Bien. Et je crois que, en tout cas, concernant notre pays, je crois que il y a des avancées. Il y a une avancée. Il faut qu'on progresse. Je vais consulter là-dessus. Mais soyez très bref, parce qu'on a un menu copieux. Il y a une chose, par exemple, que le colonel Barry faisait dans les temps, parce que moi, très régulièrement, j'étais reporter encore, on allait vers lui pour des communications de son institution, mais il prenait le soin d'écrire ce qu'il disait. C'est extrêmement important quand vous faites de la communication pour le compte d'une institution, de mettre par écrit ce que vous voulez dire et parfois de vous limiter juste à cela. Mais un talk show, il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel il a parlé. Parce qu'un talk show, s'il vous plaît, on a vu des journalistes émérites, aguerris qui se sont plantés dans cette émission. C'est pas n'importe laquelle. Mais il n'en demeure pas moins que les questions quand même soulevées par colonel Barry reste et demeure posée. La question de l'autonomie financière de la service de gendarmerie, la question de la corruption ambiante au sein de la magistrature qui permet à des malfrats de se retrouver au dehors et de continuer à perpétrer d'autres crimes, cette question-là, elle reste posée. Bien, moi je voulais, pour enchaîner, souhaiter que ce qui arrive à colonel Barry ne bride pas la parole des forces de défense et de sécurité. C'est ce qui risque d'arriver. Les autres ne parleront plus. Justement, c'est ce qui va arriver. Parce que ce que le président de la République a toujours reproché, y compris à son gouvernement, c'est ce refus de communiquer, d'expliquer aux Guinéens ce qui se passe. Alors qu'à travers le commandant Barry pour la gendarmerie et le commissaire Kassé pour la police, donc espérons, en traitant le colonel Barry de la sorte, on risque d'en arriver à brider la parole des forces. À la limite que le commissaire Kassé est porte-parole du ministère.
Bien. de la sécurité. C'est là quand même la nuance qu'il faut relever. Bien, on va progresser. Voici tout ce qu'on pouvait dire sur le cas du colonel Mamadou Alpha Barry. On va suivre cette actualité de près dans d'autres émissions sur nos antennes. On progresse dans cette émission. On va à présent s'intéresser au bicéphalisme au sein du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, malgré un bicéphalisme donc, qui a atteint son paroxysme cette semaine avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif de la branche Sissabané, donc du SLEG. Le gouvernement a continué donc à négocier avec le groupe de Aboubakar Souma, donc qui a accepté de différer sa menace de grève pour le 25 mai, donc à l'issue des négociations. Mais Aboubakar Souma et tous ses lieutenants qui tiennent mordicus à obtenir les 8 millions de francs guinéens, donc sur lesquels donc un couloir de négociation a été ouvert et des négociations qui sont en cours depuis le 3 mai dernier. Donc on va vous faire réagir rapidement, chers confrères. Pour commencer, Mouniouma Sissé, vous qui avez toujours continué à qualifier Aboubakar Souma de dissident, un dissident tout de même qui a réussi à faire plier le gouvernement, quoi qu'on dise, hein, au terme d'une grève de près d'un mois et qui a obtenu donc satisfaction sur une bonne partie de ses revendications, des revendications portées par l'ensemble des enseignants de Guinée. Donc le dernier point, les 8 millions revendiqués par les enseignants, ce dernier point est en négociation. Et au même moment, le groupe de Sissabané donc s'agite et met en place un bureau exécutif. Votre regard sur cette situation, que devrait faire le gouvernement et est-ce que vous ne craignez pas qu'on est en train d'aller tout droit vers un échec quand on sait que le groupe de Souma tient mordicus à obtenir les 8 millions? Que devrait faire le gouvernement? C'est ce qu'a fait le gouvernement, à mon avis. C'est le gouvernement a renvoyé les deux parties auprès du tribunal de travail pour trancher. Moi, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Et vous avez vu ce que... Cela, vraiment, je pense que c'est un peu différent, hein, la démarche, parce que le communiqué qu'on a reçu, c'est que c'est le département, je crois, qui, plutôt après la décision, je crois, de saisir le tribunal. Ce qui viole quand même l'article 323, alinéa 6 du Code du travail. Le gouvernement ne peut pas porter plainte à l'occasion d'un différend né entre les différentes branches d'une même unité syndicale. Une perspective d'ailleurs que rejette le groupe d'Aboubakar Souma. Absolument. Le gouvernement ne peut pas porter plainte sur cette question. Alors, oui, c'est vrai que Aboubakar Souma, malheureusement, s'oppose. C'est une patate chaude dont devrait hériter hein, le prochain Premier ministre. Forcément, parce que ça a été très mal géré en amont. Oui, Aboubakar Souma, vous savez, ça ne surprend pas, c'est quelqu'un qui s'oppose à tout. Alors, aujourd'hui, encore une fois, il a menacé d'aller en grève. Je l'ai d'ailleurs écrit que c'est une menace de trop, et c'est une bêtise de trop. Voilà, donc je reprends textuellement ce que j'ai dit. Je dis c'est une bêtise de trop. Pourquoi? Oui, l'évolution de la situation m'a donné raison, certainement. Et parce qu'il s'est ravisé. Et je suis en train d'ailleurs d'écrire autre chose pour dire que... Il s'est ravisé, mais il ne renonce pas. Oui, mais il s'est ravisé et parce qu'il a estimé que la raison qui a été évoquée, la raison qu'il a évoquée et qui devait guider sa nouvelle menace de grève était de l'avis de beaucoup d'observateurs farfelus. Et il risquait d'essuyer une avanie. Ben, s'il partait à la grève, est-ce qu'il allait être suivi par les travailleurs? Et parce que, non, permettez-moi, parce que les travailleurs l'ont suivi au début, parce qu'on parlait des conditions de travail, de l'amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, on parlait des choses qui sont directement liées à ces travailleurs. Mais une bisbille née au sein de la centrale syndicale, et d'ailleurs le fait de régner à l'autre branche syndicale, donc du SLEG, d'organiser son congrès, nous savons que c'est le terrain qui commande. Donc c'est la il ne peut pas exister deux SLEG, Lamine. Oui, il peut pas exister. C'est pourquoi on demande au tribunal de travail de trancher pour qu'on puisse avoir, clair dans cette très important. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à Aboubakar Souma, il dit que jusque là, ce qu'il reprochait au gouvernement ne s'est pas montré, comment on appelle, ne s'est pas matérialisé. Et parce que le gouvernement a été invité, les ministres ont été invités, notamment le ministre du Travail contre lequel il a beaucoup de choses. J'aimerais vous ramener quelques jours derrière
lorsque l'inspecteur général du travail s'est adressé à Boubacar Souma en mettant tout simplement Boubacar Souma SLEG, et par la suite, on a suivi la réaction de Boubacar Souma qui a exigé que le courrier de l'inspecteur général lui soit adressé en bonne et due forme. En bonne et due forme, ça voudrait dire au secrétaire général du SLEG. C'est ce qui a été fait. Dès l'instant où l'inspecteur général du travail s'adresse à M. Boubacar Souma en tant que secrétaire général du SLEG, moi je ne sais pas pourquoi... Pour le convier à une rencontre, avec le gouvernement. Quand même. Pourquoi va-t-on continuer à maintenir la confusion? Non, on ne mettait pas la confusion. Au contraire, c'est ceux qui ne comprennent pas qui mettaient la confusion. Vous ne pensez pas que ce courrier mettait un terme à la confusion? À mon avis, non. À mon avis, non. On l'a appelé. Il a été l'interlocuteur du gouvernement pour négocier sa plateforme à lui, revendicative. Et l'échéance est arrivée à terme. Il fallait revenir pour négocier. Vous ne trouvez pas la démarche du ministre Damantan, le ministre du Travail, incongrue? Non, pas du tout. Dès l'instant que Pas du tout. Sa démarche... l'inspecteur général s'est adressé à Boubacar Souma n'est nullement incongrue. Pas du tout. Sa démarche on va laisser finir. Très rapidement, je vais terminer. Sa démarche n'est nullement incongrue. Et l'inspecteur général a rectifié, revenu sur sa lettre, parce qu'il voudrait avoir Abakar Souma. C'est parce que depuis le début, c'est avec Abakar Souma qu'ils ont négocié. L'échéancier, je l'ai dit tout à l'heure, est arrivé à terme. Il faut l'appeler en s'adressant aussi à Sissavane ou à la nouvelle secrétaire générale qui est élue au SLEG. Certainement qu'il va faire la même chose, secrétaire général du SLEG. Et je dis bien ceux qui doivent nous donner la possibilité de trancher dans ce dossier. Non, pas du tout. La confusion a été créée depuis le début. La confusion a été créée depuis le début. Quand Souma a quitté, Souma a quitté le SLEG, a quitté ses amis. Il a créé son bureau, il a mis en place son bureau à lui. Il a formé, comment on appelle, un bureau dans le SLEG. L'autre bureau est resté à organiser son congrès. Donc, il est resté deux bureaux. Vous ne pouvez pas dire que parce que Souma a mis son bureau, les autres qui sont restés et qui s'estiment, comment on appelle, légaux dans ce bureau, que ceux-ci n'ont pas la possibilité de mettre. Très rapidement. Alors, et ce qui va se passer, qui me paraît très dangereux, qui va être, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, une patate chaude dans les mains du pouvoir. Et parce qu'au mois de décembre, il y a une négociation qui doit être ouverte avec l'USTG et la CNTG, où il y a le SLEG version Ramatoulaye Ba, Kadiatou Baldé, qui doit être là, parce qu'on doit parler encore des enseignants. Donc, il doit être là. Alors, il y a deux interlocuteurs du SLEG face au gouvernement. En définitive, qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Ce que je retiens, c'est une confusion. Il faudrait que le tribunal, il faut qu'on ait confiance à notre justice. Malheureusement, c'est ce que Souma ne semble pas. C'est ce que Souma ne semble pas avoir. De toutes les façons, on les voit, les procédés, ce qu'il faut épuiser pour que le tribunal nous aide à sortir de ce bourbier. Il faudrait qu'on épuise toutes ces voies pour qu'enfin on ait un SLEG représentatif et qui soit à même de négocier au nom. C'est vous êtes de ceux-là qui continuent à entretenir la confusion. Oui, c'est lui qui a négocié. Oui, un bureau alors, un bureau légal qui doit sortir de le mot est lâché, de la procédure. Un bureau légal. Je dis bien légal. On va aller très vite. C'est l'un des deux pièges. En réalité, le gouvernement, j'ai vu ce scénario arriver, si vous vous rappelez de notre discussion ici avec l'IGT qui était sur ce même plateau, j'ai vu ce scénario arriver il y a 2 mois. Il y a 2 pièges. Le premier, on sait que l'élection d'Aboubacar Souma souffre d'un semblant d'illégalité. Le délai de convocation du Congrès ne semble pas avoir été respecté. Le Congrès a eu lieu nuitamment. Est-ce que l'ensemble des personnes qui étaient habilitées à voter ce jour-là étaient informées que c'est nuitamment que cela devait avoir lieu? Même si, à sa décharge, il y a quand même que c'est le gouvernement qui les a obligés pratiquement à se réfugier dans la clandestinité et organiser. Le gouvernement cherchait à empêcher la tenue Non, il n'a pas Congrès. cherché. Le gouvernement les a empêchés parce qu'ils ont bouclé tous les bâtiments où le SLEG notamment Souma, le siège, mais aussi la mosquée Faïsal, il ne faut pas l'oublier, la grande mosquée. Alors, le premier piège, on sait qu'il y a, si vous voulez, cette élection est quelque part viciée dans la forme. Le gouvernement le sait. Mais vouloir attaquer Souma là-dessus tout de suite, cela apparaîtra aux yeux de l'opinion comme une persécution de trop. Qu'est-ce qu'on fait? On encourage l'autre branche à respecter ce délai et à convoquer donc
un congrès... Qui encourage? Attendez, attendez. Non, je veux savoir, quand vous dites on c'est cela aussi le point avec vous. Si tu permets, Si tu veux m'accuser d'avoir de non, il a trouvé l'accusé. Si tu permets, 5 minutes. Si tu permets, Alors, il faut que les autres ont tiré les leçons. Bien. De l'incongruité de la procédure. Bien, Lamine. Bien, Lamine. Je ne le dirai pas ainsi, débat. parce que je vais te démontrer tout à l'heure que le gouvernement lui-même est dans l'illégalité. Vous êtes obligé de respecter sa grille de lecture. Respecte Vous continuez de qualifier Souma de c'est votre syndicaliste grille de rebelle. lecture. N'empêche que Souma, aujourd'hui, a la légitimité. Ça, c'est Absolument. indéniable. Ouais. Maintenant, il y a qu'on attend, donc on pousse l'autre parti à organiser si vous voulez, ce congrès. On pousse même le secteur de l'éducation à créer un autre syndicat, carrément pour dynamiter un peu le SLEC. Il y a donc cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit, on attend le premier jour de ce congrès pour annoncer que le gouvernement va porter plainte. Parce qu'on se dit qu'entre-temps, la question va arriver comme une patate chaude entre les mains d'un juge qui va d'abord penser avant tout à la légalité. Mais on oublie que le juge pense aussi à la quiétude sociale. On l'oublie. Mais on a surtout oublié, je l'ai dit tout à l'heure, que l'article 323 alinéa 6 du Code du travail a été violé parce qu'il n'appartient pas au gouvernement dans ce cas-là de porter plainte, mais à l'une des deux branches. Souma d'ailleurs, c'est là où personnellement je le condamne. Quand il a menacé d'organiser une autre grève à partir de demain lundi, j'ai dit je ne suis pas d'accord qu'il saisisse les tribunaux parce que s'il trouve que son bureau est légal, il a le droit de faire, comment on appelle ça, il a le droit de faire interdire un congrès au nom de sa structure syndicale. Bien. Le deuxième piège, et nous ne devons pas l'oublier dans cette histoire. D'abord, j'ai dit qu'il y a le piège comment on appelle cela, de l'illégalité qui est là. Donc, on attend Souma là-dessus. Le deuxième piège, c'est l'élection de cette dame à la tête du bureau Sissabani, entre guillemets.